Bienvenue dans cette nouvelle émission des Papilles du Web. En actualité, on parle avec Olivier Martinery des Order Management System. Le dossier par Olivier Keul, je suis cerné, traitera de l'accessibilité et on terminera avec les top et flops. C'est parti. Bien, bonjour Olivier. Salut Fred. On est à 2 mètres, donc on peut parler de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, quand on regarde le e-commerce, on parle beaucoup d'OMS. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi e-commerce et OMS sont indissociables maintenant? Alors effectivement, on rencontre de plus en plus régulièrement des projets OMS en marge, en parallèle, des projets e-commerce. Alors pourquoi? Déjà une petite définition, l'OMS ça veut dire système de gestion des commandes et c'est une brique logicielle ou un service qui va venir permettre de gérer les stocks de produits, de donner une visibilité sur est-ce que j'ai ce produit en stock, qu'il soit stocké en entrepôt, dans une boutique ou chez un prestataire ou même éventuellement chez les fournisseurs en amont. Et puis d'autre part, cette brique elle va permettre d'optimiser le traitement de la commande pour peut-être faire en sorte que cette commande, en termes d'acheminement, coûte moins cher ou qu'elle soit acheminée plus rapidement. Jusque-là, quand on a un e-commerce avec son propre entrepôt dédié, comme ça c'est souvent le cas, on ne parle pas trop d'OMS parce que ça fonctionne en silo et ça fonctionne pas mal. Oui, c'est des stocks web dédiés sur lesquels on ne peut pas optimiser ces flux. Voilà, et puis comme c'est dédié, ça veut dire que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et c'est un peu dommage parce que souvent on va trouver que ces produits existent, soit dans les entrepôts plutôt B2B, pour justement mettre à disposition de distributeurs, ou de nos entrepôts pour nos propres réseaux de boutiques quand on a un réseau de points physiques. Donc l'OMS, il vient apporter un peu justement de transversalité en permettant pour du e-commerce de s'appuyer sur l'ensemble des produits disponibles et du coup de casser cette dépendance ou ce silo e-commerce. Ouais, donc on est vraiment là au cœur de l'omnicanalité. Donc le e-commerce est un endroit où on va retrouver de l'OMS. Et on voit qu'il y a des OMS qui viennent des moteurs e-commerce ou du métier du digital. Et puis il y a d'autres acteurs qui gèrent du stock, qui sont notamment les logiciels de caisse, les logiciels de POS, les logiciels WMS. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils ont une chance aujourd'hui d'émerger ou qui va gagner selon toi? Alors c'est un pari un peu complexe. Effectivement, on a les acteurs de l'OMS qui sont très orientés logistique parce qu'on est en plein dans un sujet logistique qui dépasse le e-commerce, juste comme tu l'as dit. On n'a pas besoin d'OMS pour faire du e-commerce, on a besoin d'OMS pour faire de l'omnicanalité. Et si on a un moteur e-commerce, mais finalement on en a un deuxième et puis un troisième, parce que dans chaque pays on a deux solutions différentes, et puis peut-être qu'on est revendu sur des marketplaces, que ce soit en Europe ou en Asie. Bref, voilà, on n'est plus sur un sujet e-commerce, on est sur un sujet d'omnicanalité. Et du coup, l'OMS va apporter des choses dont on a besoin, va répondre à des problématiques qui sont créées par cette omnicanalité. Donc tu as raison, il y a des acteurs qui viennent de la logistique, qui sont plus anciens, plus costauds, entre guillemets, ou en tout cas qui ont une palette fonctionnelle très riche. Et puis on voit des acteurs qui se dédient à l'OMS sur des cas un petit peu particuliers, par exemple vraiment très orientés magasin, quelques acteurs locaux là-dessus, et puis les éditeurs de solutions e-commerce qui viennent les uns après les autres sortir des solutions OMS pour ne pas voir finalement partir l'ensemble des commandes dans un référentiel qui ne serait pas le leur. Alors personnellement, je me demande un pari ou un pronostic. Moi je pense qu'effectivement les éditeurs de solutions e-commerce ne gèrent finalement qu'un canal et vont avoir probablement du mal à prendre le pas sur des solutions qui seraient soit dédiées, qui seraient faites pour répondre au challenge omnicanalité, soit aux acteurs un petit peu plus historiques de la logistique. L'avenir nous le dira, mais l'enjeu est énorme puisque c'est une solution ou un service qui va capter finalement tous les niveaux de stock, mais aussi surtout toutes les commandes. Toutes les commandes vont transiter par ce système. Donc on sent que ça va être clé et que ça va être une vraie bataille dans les mois à venir.
Ok, bah écoutez, e-commerçant, c'est vraiment, je pense, le sujet d'adresser cette problématique, parce que ça devient, comme on l'a dit, un cœur de métier, hein. Si on fait référence à l'actualité, il y a 2-3 ans, on parlait des Customer Data Platform sur lesquels il fallait s'intéresser. Bah, vous voyez aujourd'hui qu'on est en plein dedans. Il y a pas il y a un rachat tous les 2 jours, et le marché bouge beaucoup. Le marché de l'OMS va aussi beaucoup bouger. Il est le temps de s'y pencher, et c'est vraiment une thématique de demain. Et On va passer la main à Olivier sur le dossier accessibilité. Olivier, c'est à toi. Enfin, Olivier, que. Bonjour à tous. L'objectif de cette petite session est de vous présenter l'accessibilité web. Donc c'est une sensibilisation. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, il me faudrait des heures et des heures. Mais l'objectif, il est quand même que vous puissiez ressortir avec quelques informations sur le sujet. Donc on va voir quelques points. Le premier point, ce sera qu'est-ce que l'accessibilité web, histoire d'avoir un petit peu le contexte. Puis ensuite, à qui s'adresse l'accessibilité web. Donc là, l'objectif, il va être d'aborder les personnes en situation de handicap. Puis ensuite, le cadre légal et normatif, puisqu'il y a énormément de législation autour de l'accessibilité. Et enfin, de vous donner un petit peu de concret, comment je mets en place une démarche de mise en accessibilité. Donc, on commence d'abord par les préjugés. Les préjugés, c'est qu'il y a une méconnaissance de l'accessibilité web. On pense souvent à tort que l'accessibilité web, elle se restreint aux personnes aveugles, avec on voit dans la rue hein, une canne ou un chien d'aveugle. Ou également les personnes qui vont avoir des déficiences moteurs, donc qui vont être par exemple dans un fauteuil roulant. Donc ça, c'est souvent dans l'image qu'on a des personnes handicapées, on se dit c'est souvent ces deux personnes-là. Les idées reçues, on en a un tas, on va essayer de les aborder ensemble. Les premières, c'est on n'a pas de client aveugle. Donc ça, on est vraiment dans les gros préjugés, on n'a pas de client aveugle. Effectivement, si la personne elle peut pas vous contacter parce que le site est pas correctement fait, vous pourrez jamais vous en rendre compte. Personne ne s'est jamais plaint, mais du coup on vient un petit peu sur cette même idée. C'est pas une priorité. On va voir qu'avec la législation, ça devient de plus en plus une priorité. C'est le cas en France selon des conditions. Ça devient le cas aux US, aux États-Unis. Ça devient le cas dans plein de pays. Le ça coûte cher. Alors là, l'exemple du ça coûte cher, effectivement, l'accessibilité, ça peut sembler, on peut avoir l'impression que ça coûte cher quand c'est pris trop tard, une fois qu'on a tout fait. Le parallèle qu'on fait souvent, c'est je demande à une équipe de construire une maison, ils vont me construire ma maison, et seulement au dernier moment, je leur dis, en fait, j'aurais bien aimé qu'elle soit avec le label HQE, vous savez, pour qu'au niveau environnement, on soit vraiment tout bien, qu'il y ait ces labels-là. Là, si je m'en inquiète à la fin, forcément, ça va me coûter beaucoup plus cher. Le ça rapporte rien, alors oui, c'est un vaste sujet, il faut toujours du ROI, il faut un retour sur investissement sur tout ce qu'on fait. Sur l'accessibilité, on promettra pas, si vous rendez votre site conforme, vous allez avoir tant de chiffre d'affaires en plus. Par contre, on va le voir, une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas accéder à votre site ou à votre application, et ils pourront y accéder. Donc, on ouvre l'audience. Donc après, si vous avez bien fait votre travail, normalement, vous devrez avoir un retour sur investissement. Et le ça fait des sites moches, là c'est très subjectif, mais l'accessibilité, ça n'a pas vocation à avoir votre site tout en noir avec du texte en jaune et en très gros. On arrive à faire des choses esthétiques, alors je dirais pas du beau ou moche, c'est très subjectif, mais en tout cas on arrive à faire des choses modernes ou qui respectent les tendances, entre guillemets, et être conforme à l'accessibilité. C'est pas du tout inconcevable. Un petit point qui est intéressant, pour ceux qui connaissent, le W3C, c'est l'organisme de standardisation du web. Et juste pour la petite parenthèse là-dessus, c'est que ce qui est intéressant, c'est que lorsque son père fondateur, Tim Berners-Lee, a créé cet organisme-là en 1989, dès les débuts, il y avait déjà cette notion d'accessibilité. Lorsqu'il donne la définition, la vision du web du W3C, il indique que, en gros, ça devra être disponible, quelles que soient les aptitudes physiques ou mentales d'une personne. Donc il y a déjà cette notion d'accessibilité. Et puis il est allé un peu plus loin, puisque de toute façon, suite au W3C, ils ont créé un département spécialisé dans l'accessibilité, qui s'appelle la WAI, la Web Accessibility Initiative, et qui définit l'accessibilité comme suit, à savoir que l'accessibilité, ça doit permettre aux personnes en situation de handicap de percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer sur le web. Donc là-dessus, en fait, on ne demande pas quelque chose de très avant-gardiste, on ne va pas essayer de chercher quelque chose de novateur, on demande juste qu'une personne en situation de handicap elle puisse faire à peu près la même chose que tout le monde quand elle navigue sur le web, quand elle navigue sur une app, etc. Donc maintenant, on va voir à qui ça s'adresse. Là, on a vu un petit peu le contexte de qu'est-ce que l'accessibilité web. Maintenant, les personnes derrière ça.
Ce qui est intéressant pour comprendre, c'est cette notion de situation de handicap. Donc ça, c'est une définition. La situation de handicap, c'est lorsqu'une personne qui a une déficience, elle se retrouve dans l'incapacité de réaliser une action à cause de l'inadaptation de son environnement. Et là, c'est un point qui est intéressant, c'est ce qu'on va essayer de faire en tant que professionnel du web, quand on livre un produit, qu'on livre un site internet, intranet, une app ou autre, on essaye de faire en sorte, l'objectif, il est que ce qu'on livre ne mette pas, notre produit ne mette pas la personne dans une situation de handicap. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc les personnes impactées, on va avoir des personnes qui ont des déficiences visuelles, donc les personnes par exemple malvoyantes, aveugles, daltoniennes. Donc là, c'est des personnes qui vont par exemple utiliser ce qu'on appelle des technologies d'assistance. Donc les plus connus, ça va être le lecteur d'écran pour les personnes aveugles ou les personnes malvoyantes, le lecteur d'écran, en fait, il va lire le code source de votre page et il va le restituer oralement. Donc pour qu'il le fasse correctement, il faut que votre page elle soit entre guillemets bien codée, dans le sens il faut qu'elle respecte un certain nombre de normes qu'on va voir juste après. On a aussi des personnes qui ont des déficiences auditives, donc par exemple les personnes qui peuvent être sourdes ou malentendantes. Donc là, on va essayer d'adresser dès qu'on a des contenus audio. Je mets une vidéo par exemple, ou je mets un podcast audio. Est-ce que j'ai prévu une alternative? Est-ce que j'ai prévu un transcript textuel? Est-ce qu'éventuellement il y a des sous-titres, etc. Les personnes qui ont des troubles moteurs, là l'exemple qu'on peut prendre qui peut être un peu parlant, si sur mon site je suis obligé d'utiliser la souris pour aller dans le menu, et aller exactement dans un endroit précis du menu pour déclencher l'ouverture de sous-menu, si j'ai Parkinson, donc si j'ai des tremblements par exemple, plus ou moins élevés, je vais avoir des difficultés à ouvrir ce sous-menu. Donc est-ce que je peux faire la même chose uniquement en naviguant au clavier sans utiliser ma souris? C'est juste un exemple, hein. Et puis ensuite, on a tout un tas de personnes qui vont avoir des déficiences intellectuelles, les fameux troubles 10, etc., troubles de l'attention. Donc là, il y a tout un tas de cas. Par exemple, pour vous donner une image, on peut avoir le cas d'une personne qui a des troubles de l'attention, et à partir du moment où on va avoir un élément qui bouge dans la page, du coup, son attention va se focaliser sur cet élément-là et pas sur le reste de la page. Donc voilà pour les types de déficiences. Là, on retourne un peu sur les préjugés dans les quelques chiffres, mais au final, combien de personnes ça concerne? Donc en France, c'est entre 15 à 20% de la population française. C'est une étude qui date un peu, hein, c'est de 2015 de l'INSEE. Donc ça représente environ 12 millions de personnes. Et au niveau mondial, le ratio il est de 15% de la population mondiale. Donc ça fait à peu près 1 milliard de personnes. Donc tout ça pour vous dire, souvent on a ce préjugé, l'accessibilité ça concerne une minorité de personnes. On voit en fait c'est pas vraiment le cas. 12 millions de personnes en France, 1 milliard de personnes dans le monde, donc vous avez quand même une audience qui est assez conséquente. Et le dernier point là-dessus, c'est la visibilité de la situation de handicap. Toujours un peu dans le préjugé, on se dit le handicap, c'est forcément une personne en fauteuil roulant ou une personne avec un chien d'aveugle ou une canne. En fait, ce handicap visible qu'on voit, il est très minoritaire. Parce qu'en fait, dans une récente étude, on indique que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap dit invisible. Une personne qui a des déficiences intellectuelles, vous n'allez pas forcément le voir au premier abord, une déficience auditive, etc. Et puis on élargit, donc là je vais aller très vite là-dessus, hein, mais on élargit un peu le scope. On a vu que l'accessibilité ça concerne surtout et avant tout les personnes en situation de handicap, mais ensuite on peut élargir un petit peu cette audience-là avec ce qu'on appelle les handicaps temporaires et situationnels, donc des personnes qui vont se retrouver en situation de handicap, qui sont des personnes valides, qui vont se retrouver en situation de handicap et pour qui vont bénéficier toutes ces améliorations qu'on aura fait pour l'accessibilité. Donc vous êtes droitier, vous vous cassez le bras droit, essayez d'utiliser votre souris, ça va être compliqué avec la main gauche, etc. Et le deuxième cas qui élargit aussi l'audience, c'est le vieillissement de la population. Je vous encourage pas à aller dire à une personne âgée qu'elle est handicapée, mais effectivement, une personne âgée, avec l'âge, elle a des déficiences, elle a une perte des fois moteur, une perte des fois des déficiences intellectuelles ou autres. Donc du coup, on élargit aussi cette audience-là. Donc tout ça pour résumer, l'objectif, il est de dire que l'accessibilité du web, elle est essentielle et elle est bénéfique d'abord et avant tout aux personnes en situation de handicap, c'est vraiment notre cible, mais on sait qu'il y a des bénéfices induits derrière et qu'on va ouvrir l'audience à plus de personnes. Maintenant, on va passer au cadre légal et normatif. Donc là, je vous ai fait un petit tableau qui est un petit peu, j'en ai conscience, un peu dense, mais l'objectif, il était d'être synthétique le plus possible. Donc on a d'une part, je vous ai mis deux cas de figure, d'une part ce qui se passe en France et d'une part ce qui se passe aux USA. Il faut savoir qu'en France, donc on a une législation
qui se base sur le RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et on a une législation qui va s'adresser au public, au secteur public, dans un premier lieu, puis au secteur privé, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 250 millions d'euros. Donc si vous êtes dans cette cas de figure, vous êtes concerné en France par la législation. Là où aux États-Unis, si on fait le parallèle aux États-Unis, il n'y a pas de distinction, c'est tous les secteurs, qu'on soit public ou privé. Pour le périmètre, tout est concerné, ça peut être le site internet, intranet, vos applications, les pro-logiciels, etc. Pour les risques, alors en France, pour le moment, ils sont un petit peu en dessous des États-Unis. En France, on risque 20 000 euros en cas de non-affichage de votre niveau de conformité, de vos obligations. Et puis, il y a aussi tout un tas de risques sur la discrimination, là qui sont dans le droit français. Là où aux États-Unis, on a, alors on peut le déplorer, mais on a une situation où il y a des cabinets d'avocats qui ont senti un filon là-dessus, et donc du coup qui vont attaquer énormément de sites qui sont en non-conformité, ou en tout cas qui ont fait aucun effort d'accessibilité, par rapport au principe de discrimination. Donc bien sûr, dans tout ça, il y a aussi des attaques qui sont tout à fait justifiées et, on va dire, éthiques, d'une personne qui n'arrivait pas à se connecter au site. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a énormément d'attaques aux USA, donc c'est pour ça que je vous ai pris ces deux cas de figure. On a d'un côté cette législation française qui, elle peut sembler lente, ou elle peut sembler ne pas faire peur par rapport aux sanctions, mais en tout cas, elle a au moins le mérite d'exister. Et on a de l'autre côté aux États-Unis le cas extrême, avec énormément de procès, énormément d'attaques, à partir du moment où vous êtes sur la législation aux États-Unis. Et donc tout ça se base sur le même référentiel, qui est intéressant, se base sur les WCAG. Donc les WCAG, c'est vraiment la norme à avoir en tête, c'est les Web Content Accessibility Guidelines, c'est les recommandations d'accessibilité qui ont été créées, on l'a vu tout à l'heure, par l'organisme département accessibilité du W3C. Et ça, c'est les recommandations internationales. Et donc, c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous n'êtes pas obligé de suivre chaque recommandation de chaque pays. Par exemple, la France, qui a son propre référentiel, le RG2A, au final, c'est une transposition des WCAG dans le droit français. Donc, en gros, si je respecte les WCAG, normalement, je suis bon dans à peu près toutes les législations. Il y aura des petits modulos. En France, on va demander des choses en plus, le niveau de conformité affiché sur la page d'accueil, etc. Mais dans le référentiel technique, en tout cas, on est bon. Et pour finir, on va aborder la démarche de mise en activité, parce que tout ça c'est bien beau, je vous donne le cadre légal, je vous dis à qui ça s'adresse, mais concrètement, vous avez envie de le faire, comment on peut le faire? Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est comme n'importe quel sujet, ça peut être valable pour de la web perf, ou ça peut être valable pour du SEO par exemple. L'activité, c'est une démarche d'amélioration continue. Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de viser un objectif à un instant T, et ça doit être au fil de l'eau. Donc ça veut dire que quelles que soient les étapes du projet, en amont, on va aller donner les recommandations pour chaque profil concerné, et puis en aval, on va aller vérifier tous ces différents points. Donc une mise en conformité WCAG, elle se base sur 3 piliers, on va les balayer très rapidement, la formation, l'audit et l'accompagnement. La formation, ça peut sembler un classique, mais d'abord il faut faire monter en compétence toutes les équipes, donc on va réunir tous les acteurs qui sont sur le projet, ça peut être les chefs de projet, les UI, les UX, les développeurs, les contributeurs, etc. Tous ceux qui sont sur le projet, et on va les sensibiliser, on va les former, pas avec le même niveau, il y en a, on va faire beaucoup plus d'heures de formation avec eux, mais voilà, en gros, il faut former tout le monde pour que tout le monde puisse monter en compétences. Ensuite, on va faire de l'audit. Donc l'audit, on va aller vérifier soit par composant, soit on va vérifier sur des échantillons complets de pages pour voir si les recommandations ont bien été appliquées. Et puis on va faire de l'accompagnement. L'accompagnement, ça va être du support au fil de l'eau. Le développeur ou l'UX designer qui se pose une question à un moment sur est-ce qu'il implémente correctement la solution, on va l'accompagner là-dessus. On va également aider à la recette. Donc même si les personnes qui s'occupent de la recette, ils vont être dans le scope de la formation, il faut quand même les accompagner sur recéter l'accessibilité. Sur l'arbitrage, alors sur l'arbitrage, nous on ne dira pas il faut faire passer le ticket A par rapport au ticket B, mais par contre sur l'arbitrage, on pourra vous donner l'information de voici l'impact utilisateur de ce ticket-là. Et ensuite,
ça sera à vous d'en juger par rapport à la criticité, par rapport au temps de développement, par rapport à plein d'autres sujets. Mais en tout cas, nous, on pourra vous donner cet arbitrage au niveau de l'impact utilisateur. Et puis la documentation, il faut laisser des traces écrites de tout ça. Donc une documentation sur les bonnes pratiques, sur les usages à respecter, sur les linters à mettre en place au niveau dev, etc., etc. Donc voilà, donc pour résumer, ces 3 axes-là, ils sont de la formation, de l'audit, de l'accompagnement. Et c'est vraiment les 3 éléments à prendre en compte si on veut se lancer dans une démarche d'accessibilité. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Alors pour le top, Fred, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du shoot du digital et de la disparition des imposteurs? Alors, on va essayer de la faire courte. Le sujet qu'on a vécu là avec le Covid, c'est un shoot digital côté décideurs. Les décideurs n'ont eu comme préoccupation post-Covid ou pendant le Covid, quasiment que des sujets digitaux, puisque évidemment l'activité traditionnelle marchait pas, notamment en période de confinement. Et ce qui s'est passé, c'est hyper intéressant, c'est que d'une part, les acteurs des comités de direction et des directions ont pris un shoot digital, donc ont gagné en compétences de manière forte sur ces sujets, ils s'y sont penchés simplement, et se sont rendus compte que c'était pas des sujets si compliqués si on usait un petit peu de bon sens, et ont cherché de plus en plus à connecter leur business avec les solutions, et de retirer entre eux-mêmes et les gens qui réalisent les projets toute une couche d'imposteurs qu'on a tous vécu, qui sont des gens qui essayent de créer un nuage de fumée autour du digital, qui connaissent pas vraiment le business et qui multiplient les intervenants sur les projets pour garder des positions de force dans les entreprises, alors qu'une connexion directe entre une direction ou un COMEX et les gens qui mettent en œuvre les dispositifs digitaux amène beaucoup plus d'efficacité. Donc on a un changement aujourd'hui de nature des relations qu'on retrouve avec les clients, des directions ou des COMEX qui sont beaucoup plus avertis sur le digital, l'omnicanal, en prise directe avec les gens qui font véritablement les projets. On gagne en efficacité, donc ça c'est vraiment un bénéfice. Je pense qu'on a gagné plusieurs années d'accélération sur les sujets omnicanaux. Les perdants sont les gens qui sont un peu intermédiaires, mais qui finalement, quand on regarde bien, produisent pas grand-chose, donc c'est pas très grave, et ça permet d'aller vraiment directement au point. Et ça c'est un des points positifs de la crise. Donc, une bonne nouvelle pour les projets digitaux. Très bonne nouvelle pour les projets digitaux et surtout l'efficacité de ce qu'on délivre pour produire du business, qui est quand même la clé. Alors l'efficacité justement pour délivrer, les éditeurs font des promesses en ce moment. Il y a le Covid, il faut aller vite, en 4 semaines, on délivre un projet parfaitement finalisé. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça c'est un peu le flop, hein, c'est la contrepartie du top. On a un phénomène d'accélération, les éditeurs se disent il faut que j'explique à mes clients que je vais aller vite sur le business, donc promettent n'importe quoi. Alors là récemment Salesforce qui nous explique qu'en 4 semaines on fait un site e-commerce, c'est pas vrai, c'est pas possible. Salesforce va vendre sa licence, ok, ils sont contents, le client sera pas content, on n'arrivera pas à aboutir à quelque chose de réaliste. Donc il faut pas tomber dans le délire complet. C'est des projets qui ont une certaine complexité, qui nécessitent de se concentrer pour faire les choses bien. Donc arrêtons ça. Alors on a un délire encore plus extrême en ce moment, qui sont les agences no-code. Alors c'est une nouvelle mode, là, c'est à se tordre de rire. Des agences no-code. Donc on promet de faire des choses en assemblant des composants comme des Lego, et ça va faire de la magie. Donc ça c'est de la magie. La programmation par la pensée n'existe pas encore. Restons rationnels, accélérons les process, c'est nécessaire, mais dans une mesure raisonnable, et surtout pas de fausses promesses, s'il vous plaît, ça sert pas à grand chose. Voilà, on a terminé, donc on vous salue. Merci Fred. Voilà, on espère vous retrouver dans des conditions sanitaires au top. D'ici là, protégez-vous. Au revoir.